Si vous recherchez un 35 mm en monture Sony, je pense que cet objectif va vous intéresser. Salut les amis, je suis super heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, aujourd'hui, nous allons parler de lui, le Viltrox 35 mm 1.2 Lab en monture Sony. Alors cette focale 35 mm, elle est particulièrement polyvalente et en plus sur la monture Sony, les propositions ne manquent clairement pas. Alors de fait, la question c'est de savoir, est-ce que ce Viltrox peut rivaliser avec les meilleurs 35 mm présents sur la monture Sony? Eh bien pour moi, la réponse est clairement oui, et vous allez le voir dans cette vidéo, cet objectif, à mon sens, c'est l'objectif de tous les superlatifs. Personnellement, je l'utilise depuis le mois de juin, et donc j'ai pu l'utiliser dans de nombreuses situations, notamment lors de shooting. De fait, c'est ça qui est chouette, j'ai vraiment eu le temps de l'utiliser dans mon quotidien de photographe professionnel, et ce que je vous propose les amis, c'est de vous faire mon retour d'expérience avec notamment, forcément, des photos à l'appui. Je précise que cette vidéo, j'ai pu la réaliser grâce à mon partenaire Miss Numérique, et l'exemplaire que je possède ici m'a été fourni directement par leurs soins et je les remercie vivement car sans eux, je ne pourrais tout simplement pas réaliser ce test. Donc à nouveau, un tout grand merci pour le soutien de Miss Numérique. Enfin, et comme d'habitude les amis, la vidéo est découpée en chapitres, alors n'hésitez surtout pas à naviguer dans les chapitres qui vous intéressent, notamment dans la timeline ou en bas dans la description de cette vidéo. Et sans plus tarder, c'est parti. Bon alors pour commencer, regardons rapidement quelques caractéristiques de ce 35 mm. C'est donc une focale fixe pour appareil photo plein format et au moment où je publie cette vidéo, il n'existe qu'en monture Sony, mais je pense qu'à terme, la version pour Nikon Z arrivera dans les prochains mois. Et la première caractéristique qui forcément se démarque, c'est l'ouverture maximale de f1.2, ce qui dans les faits ne change pas grand chose par rapport aux optiques 1.4 en termes de lumière ou de bokeh, mais quand même beaucoup disent que cela apporte un petit truc en plus, on va dire, par rapport aux objectifs 1.4, et ça vous pourrez le remarquer notamment dans cette vidéo. Alors pour info, cette plage d'ouverture va de f1.2 à f16 sur ce Viltrox. Par ailleurs, cet objectif possède une formule optique de 15 lentilles réparties en 10 groupes et là-dedans, il y a de très nombreux verres complexes, ce qui quand même, sur le papier, devrait nous garantir une belle qualité d'image, mais aussi un bon contrôle des différents défauts optiques. Mais ça, on va le vérifier forcément tout au long de cette vidéo. Petite info rapide, comme sur d'autres optiques assez récentes, on a une formule optique que l'on appelle flottante, c'est-à-dire qui bouge lorsque l'objectif n'est pas sous tension. Et je dois vous avouer que même si forcément c'est tout à fait normal, c'est quand même un petit peu déstabilisant parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de cassé. Mais bon, à nouveau, c'est normal, c'est juste une habitude à prendre à mon sens. Ensuite, on a un diaphragme à 11 lamelles, ce qui là aussi devrait offrir de belles billes de bokeh et des transitions assez douces. Et donc nous reparlerons très largement du bokeh un petit peu plus loin dans cette vidéo. Par ailleurs, cet objectif dispose d'une motorisation VCM et Viltrox promet une mise au point rapide et précise, notamment pour de la vidéo. Ça aussi, nous allons en reparler et je vous dirai ce que j'en ai pensé pour la photo, pas forcément pour la vidéo. Ensuite, pour sa part, la distance minimale de mise au point est de 34 cm, ce qui est, on va dire, dans la moyenne, sans être extraordinaire non plus. Enfin bref, il faut comprendre que cet objectif n'est pas vraiment idéal pour de la proxy, mais vous allez le voir, il excelle quand même dans les clichés, avec une mise au point à rapprocher, on a de très bons résultats. Maintenant, regardons de plus près l'ergonomie de cet objectif, et vous allez voir, c'est très complet. Alors la première chose qui frappe tout de même, c'est que quand même cet objectif, c'est un beau bébé. Et ça, clairement, ça se ressent au niveau du poids, car il pèse 910 grammes, face à mon Sigma 35 1.4 Art, il est quand même plus volumineux et surtout plus lourd. Si votre priorité c'est d'avoir un 35 mm léger et compact, là clairement ce Viltrox n'est pas le bon candidat, mais à mon sens ce n'est pas du tout ce à quoi il se destine. Et en cela le Sony 35GM est vraiment la proposition la plus équilibrée entre performance, luminosité, taille ou encore le poids. Là-dessus ça paraît assez évident. Par contre, si maintenant on compare cet objectif avec son concurrent direct en monture Sony E, c'est-à-dire le Sigma 35 1.2 Art, là le Viltrox est un peu plus compact et même plus léger car le Sigma pèse 1 kg et 80 grammes. Donc c'est grosso modo 100 grammes de plus. Maintenant, si on regarde par exemple en comparaison donc le 35 1.2 chez Nikon, lui il est aussi gros et il pèse 1 kg et 60 grammes. Enfin bref, ce Viltrox n'est pas le 35 mm le plus compact et léger, mais par contre ils ont réussi à contenir quand même la taille et le poids par rapport aux équivalents f1.2. Maintenant monté sur mon Sony A7 IV, l'ensemble est plutôt cohérent, même si forcément on sent que ça pèse un petit peu vers l'avant quand même. Maintenant faisons quand même le tour du propriétaire et la première chose à voir, c'est tout d'abord la qualité de construction
construction de cet objectif. Alors ce 35 mm, il est construit tout en métal et franchement, je trouve que la qualité de fabrication est quand même assez impressionnante. J'avais d'ailleurs été frappé par la qualité de construction du 27 1.2 en monture Fuji et je trouve que ce 35 mm est clairement dans la même lignée, c'est-à-dire que tout est parfaitement assemblé et cet objectif, il respire clairement la qualité. Je l'ai beaucoup utilisé avec mon harnais lors de prestations et quand c'est comme ça, c'est vrai que j'ai deux boîtiers suspendus et le matériel, il est quand même mis à rude épreuve. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à aucun moment je ne me suis inquiété et clairement cet objectif semble conçu pour durer. Et d'ailleurs, toujours à propos de la construction, c'est une optique qui est dite comme tropicalisée et Viltrox insiste très largement sur ce point. J'ai pu le tester lors d'un shooting voile par exemple sur le lac de Carcan et durant cette séance pour l'office du tourisme, eh bien j'étais sur un bateau suiveur et le but c'était de photographier les activités nautiques sur le lac. À ce moment-là, il faut comprendre que les conditions ont été quand même un petit peu difficiles. L'objectif a méchamment subi durant toute la session car j'ai fait pas mal de photos lorsqu'on suivait des embarcations à haute vitesse. De fait, il a reçu beaucoup d'eau, mais en fait, malgré tout, il s'en est parfaitement sorti. Et de la même façon, je l'ai pas mal utilisé également sur la plage avec du sable fin, que ce soit sur la côte d'Opale ou en Gironde, et tout s'est parfaitement déroulé. Bref, l'optique est jointé et le gros joint rouge au niveau du fût nous rappelle que cet objectif est tropicalisé. Enfin, terminons par l'ergonomie qui, elle, est très complète sur ce Viltrox. Alors, on a tout d'abord une bague d'ouverture que l'on peut rendre cliquable ou non, ce qui est quand même un point assez génial pour un usage à la fois photo comme vidéo. Ça, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Par contre, en pratique, je trouve que cette bague d'ouverture est clairement difficilement utilisable et ce pour plusieurs points, je vais vous expliquer. Alors d'abord, ce n'est pas une bague avec une butée de part et d'autre, et il n'y a pas non plus de marqueur visuel sur le fût car les valeurs d'ouverture sont affichées sur le petit écran LCD qui est situé juste au-dessus. Ça rappelle vraiment les optiques Nikon Z avec tous les inconvénients qui vont avec, et moi je suis vraiment pas fan de ces petits écrans LCD car en pratique on a tendance à ne pas vraiment savoir à quelle ouverture on est et surtout on peut rapidement changer l'ouverture sans trop se rendre compte car je trouve que cette bague est un peu trop souple. Alors certes ça fait technologique mais en pratique sur le terrain rien ne vaut quand même une bonne bague d'ouverture avec une butée de chaque côté et surtout de bonnes vieilles écritures physiques sur l'objectif. Par ailleurs, et pour revenir sur le petit écran LCD, c'est sympa là aussi sur le papier, mais sur le terrain, en fait cela m'inquiète plus qu'autre chose car j'ai peur d'y mettre un coup et de le fissurer et là quand même LCD il serait foutu. Alors je n'ai jamais eu pour le moment le moindre souci avec et je touche du bois, mais à mon sens c'est plus un défaut qu'un avantage ce type d'écran. À nouveau ça fait bien mais en pratique c'est pas très sympa. Alors par contre ce que j'aime bien avec ce petit écran LCD, c'est qu'avec la bague de mise au point, j'ai sur l'écran la distance exacte de mise au point. Alors vous allez me dire que ça peut paraître un détail, mais pour moi c'est quand même assez jouissif car je peux savoir précisément à quelle distance je suis et ça c'est très pratique, notamment lorsque je suis proche de la distance minimale de mise au point. Alors toujours sur l'ergonomie, on a maintenant sur le côté le petit logo Lab qui rappelle de par sa couleur le logo GM de Sony et puis ça nous rappelle également l'appartenance à la gamme la plus élevée de chez Viltrox. Et juste en dessous, on retrouve un commutateur AF/MF qui est tout à fait classique et encore en dessous nous avons deux boutons personnalisables. Alors personnellement, je trouve ça très pratique d'avoir deux boutons et pour moi c'est plutôt une bonne idée même si j'aurais préféré en avoir un sur le côté et un sur le dessus. Maintenant à l'avant de l'objectif, on a un diamètre de filtre de 77 mm, ce qui là aussi est plutôt tout à fait standard. Enfin à l'arrière de l'objectif, on a le fur métal avec toute la connectique ainsi qu'un port USB-C pour réaliser les mises à jour. Et petite info quand même, sachez qu'il est possible de se connecter à l'objectif via le Bluetooth et même de personnaliser l'écran LCD avec son propre logo si vous le souhaitez. C'est accessoire, mais en tout cas, sachez qu'on peut le faire. Enfin bref, si je résume ce qu'on vient de voir, je dirais que c'est une optique qui a toutes les caractéristiques de ce qu'on peut attendre d'une optique haut de gamme. Alors maintenant que vaut cet objectif sur le terrain, c'est ce que nous allons voir. Alors avant de passer à la qualité d'image les amis, je tenais simplement à nouveau à remercier Miss Numérique, sans qui cette vidéo n'aurait tout simplement pas pu être réalisée. Ce partenariat avec Miss Numérique est très important pour moi car je suis client chez eux depuis 2014, mais aussi parce que cela fait 3 ans que je travaille pour eux, à la fois en tant que prestataire, mais aussi en tant que créateur. Et vous le savez les amis, on ne paie pas ses courses ou son essence avec
des vues YouTube, et ce ne sont pas les revenus publicitaires qui permettent de réellement rémunérer le temps que l'on passe à réaliser les différentes vidéos pour YouTube, et toutes ces vidéos en plus elles sont mises à disposition gratuitement. C'est donc pour cela que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne grâce à l'affiliation que j'ai avec Miss Numérique. Si vous commandez votre matériel photo chez Miss via les différents liens affiliés ou via mon code créateur NoCab, eh bien Miss Numérique me verse une petite commission sur chaque vente qui me permet donc de soutenir ma chaîne. Alors concrètement, cela ne change rien à votre vie, mais moi par contre de mon côté, cela me permet de réellement financer le temps que j'investis dans la création de ces contenus qui sont à nouveau à votre disposition gratuitement. Donc peu importe ce que vous commandez chez Miss Numérique, il vous suffit de coller mon code créateur NoCab dans votre panier et l'affiliation fonctionnera. Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les personnes qui sont déjà passées par mon affiliation, et si c'est votre cas, je vous remercie vivement de l'avoir fait. Alors je ferme à présent cette parenthèse et nous allons passer donc vraiment maintenant à la qualité d'image de ce Viltrox. Alors dans ces chapitres sur la qualité d'image, je vais passer assez vite quand même sur les photos de test, les photos théoriques, pour me concentrer surtout sur les exemples de terrain. Ça sera quand même plus intéressant à regarder. Alors, que dire sur le piqué? Eh bien, tout simplement que ce 35 mm, à mon sens, c'est ce que je qualifierais de petit monstre. Donc, si je résume, au centre, le piqué est déjà très élevé à pleine ouverture et il croît progressivement jusqu'à f4 où il atteint un niveau que je qualifierais d'assez exceptionnel, et ce jusqu'à f8 inclus. À partir de f11, on a un chouïa de diffraction et cette dernière est encore un petit peu plus marquée à f16, mais le rendu reste quand même très correct. Sur les bords, je trouve que la copie est encore plus impressionnante car on a dès la pleine ouverture une très belle homogénéité. Les bords extrêmes sont certes un peu moins piqués que le centre de l'image, mais punaise, on est quand même à 1.2 et c'est super piqué quand même. Enfin bref, ce 35 mm il est clairement taillé pour être exploité à pleine ouverture, et comme au centre, le piqué va progressivement augmenter à mesure que l'on ferme et on atteint l'acmé entre f4 et f8 inclus, et au-delà comme au centre, forcément on a un petit peu de diffraction qui apparaît. Bref, vous allez voir les amis, sur les différentes photos que j'ai prises sur le terrain, cette optique délivre des images qui sont particulièrement nettes et je n'ai pas hésité une seconde à l'utiliser à pleine ouverture, tant les performances sont quand même assez stratosphériques. Mais surtout, ce que j'aime le plus avec cet objectif, c'est le fait qu'il délivre des photos avec un niveau de micro-contraste qui est quand même assez incroyable, et ça c'est un point sur lequel je suis très sensible. Alors, quand on regarde les photos prises avec, en fait moi je trouve qu'elles fourmillent de détails, et surtout ce sont des photos où je dirais qu'il y a quand même pas mal de relief. Mieux encore, ce que j'ai le plus aimé, c'est sans doute le rendu colorimétrique qui matche totalement avec mon Sony 70-200 2.8 GM2. Et donc moi qui shoot le plus souvent quand même en double boîtier pour des prestations, ce Viltrox a un rendu qui est très proche de mon 70-200. Et ça sur le terrain, ça m'a vraiment facilité la vie lorsque j'ai dû éditer en parallèle mes différentes photos. Alors en face, mon Sigma, lui, il est un petit peu à la peine sur ce point, car il est moins contrasté et surtout il a un rendu qui est plus froid et qui tire légèrement vers le magenta. Donc au global, le rendu offert par le Viltrox me plaît quand même bien plus que celui de mon Sigma. Bah ouais, c'est dommage, mais enfin bref.
maintenant les amis, ce que je vous propose, c'est de passer au vignettage. Alors à pleine ouverture, ce Viltrox, on va pas se mentir, il vignette quand même pas mal. Si on ferme maintenant ne serait-ce qu'à f1.4, on voit déjà une belle amélioration, et à f2, cela progresse encore quand même fortement. Et ce vignettage, il va décroître progressivement jusqu'à f4, où ensuite les bords ne bougent plus. Bref, je trouve que le vignettage à pleine ouverture est plutôt dans la moyenne. Alors il est déjà bien présent, mais j'ai quand même déjà testé des optiques qui en avaient bien plus à pleine ouverture. C'est donc, à mon sens, une performance que je qualifierais plutôt dans la moyenne. Ensuite, un petit mot rapide quand même sur les distorsions. Ce Viltrox n'en est pas exempt et il possède une légère distorsion coussinée, c'est-à-dire que les lignes remontent en bas du cadre et descendent dans le haut de la photo. Sur ce point, c'est une copie que je dirais plutôt positive, et là-dessus, c'est comme pour le vignettage, c'est plutôt dans la moyenne haute, même si d'autres optiques à la même focale ont quand même un petit peu moins de distorsion. La bonne nouvelle, c'est que cela se corrige très facilement en post-traitement. Au moment où je publie cette vidéo, le profil de correction n'est pas disponible dans Lightroom classique. Même chose, il n'y a pas encore de module optique dans Photolab, mais j'en suis sûr que ça va très rapidement arriver. Ensuite, regardons quand même rapidement les flares. Sur ce point aussi, cet objectif livre quand même de bonnes performances. Alors si vous avez une forte source lumineuse, on a un léger flare qui tire un peu vers le vert et qui se promène, mais personnellement ce flare là, moi je le trouve plutôt esthétique, bien plus que sur d'autres optiques. Si maintenant on a une source lumineuse sur le bord du cadre, donc en dehors, on a une petite fuite de lumière qui peut apparaître, et même si vous mettez le pare-soleil, ça atténue un petit peu, mais en tout cas moi je trouve que la fuite demeure malgré tout. Bref, au global, je trouve que comme pour le reste, c'est plutôt une bonne performance, et cette optique a reçu un bon traitement contre les flares. Enfin, et pour terminer sur la qualité optique, quand même un petit mot sur les aberrations chromatiques. Et là-dessus, ça va aller assez vite, car sur l'ensemble de mon panel, j'ai eu beau chercher, je n'en ai tout simplement pas trouvé. Et là-dessus, je vois clairement la différence avec mon Sigma 35 1.4 Art, qui pour le coup, lui, est bien plus sensible aux aberrations. Et sur chaque photo, je devais quand même être vigilant sur ce point. Bref, ce Viltrox est particulièrement bon à ce sujet. Et comme je l'ai dit, à mon sens, moi, je n'ai pas vraiment trouvé d'aberration chromatique sur mes différentes photos, même avec du soleil de face, etc. Bon, maintenant, il faut qu'on regarde un point très important, c'est la question du bokeh. Alors, vous allez le voir dans les différents exemples, mais le bokeh, moi je le trouve particulièrement doux et surtout progressif. Car grâce à l'ouverture 1.2 et au diaphragme à 11 lamelles, il est super facile de donner un effet 3D à ces photos. Et waouh quoi, c'est quand même un véritable régal, et en faisant un test purement théorique, j'ai voulu quand même vous montrer la qualité du rendu de ce bokeh. À pleine ouverture au centre, les billes sont bien rondes et particulièrement précises, je trouve. Il y en a certaines qui le sont moins, c'est notamment parce qu'elles ne sont pas au même endroit. Et plus on se dirige vers les bords, et plus on a un effet œil de chat, ce qui est quand même assez classique, mais au global, je trouve que le bokeh de cet objectif, il est très précis et surtout magnifique. Si maintenant on ferme un chouïa le diaphragme, ne serait-ce qu'à 1.4, les billes ne sont plus parfaitement rondes, et surtout elles sont quand même moins marquées en termes de taille. Ensuite, plus on ferme, et plus forcément nous allons voir la forme du diaphragme. Enfin bref, moi je trouve que clairement cet objectif, il est fait pour être utilisé à pleine ouverture. Enfin, je trouve que les images livrées sont quand même d'une douceur assez incroyable, et cela s'ajoute au rendu colorimétrique dont je vous ai parlé précédemment. Pour terminer sur les performances, je voulais quand même aborder rapidement la question de l'autofocus sur ce Viltrox. Alors je vous dis dès le départ les amis, je n'ai pas fait de vidéo avec, et non plus je ne me suis pas amusé quand même à faire des tests avec Pingu qui court pour compter le nombre d'images qui seraient nettes par rafale, etc. Enfin bref, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement utilisé sur le terrain, et ce que j'ai remarqué en l'utilisant ce Viltrox, c'est qu'en photo, l'AF ne m'a jamais vraiment fait défaut, que ce soit en AF simple ou même en AF continu, et j'ai pas remarqué spécifiquement des déchets. Même à Lisbonne, quand j'étais de nuit avec les tramways, il s'est parfaitement comporté, et à chaque fois la mise au point a été réalisée avec succès. Donc là-dessus, je pense que Viltrox a quand même particulièrement soigné sa copie, et je n'ai pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est qu'il y a quand même un important focus breathing, c'est-à-dire un effet de respiration lorsque l'on change la mise au point. En effet, lorsque l'on change de mise au point, le cadre change quand même pas mal, et l'effet de respiration est quand même bien visible, et ça peut poser certains problèmes. C'est-à-dire que notamment, si vous êtes vidéaste et que vous faites pas mal de changements, c'est vrai que ça va se voir, ou alors en tant que photographe, si vous faites du focus stacking, là aussi ça peut être un problème. Si c'est le cas, je pense que le Sony GM est bien plus indiqué, car elle est compatible avec la compensation de focus breathing. Même avec un petit recadrage, ça fonctionnera très bien. Alors pour ma part, cela ne m'a pas vraiment gêné pour ce que j'en ai fait, et je suis globalement satisfait de la mise au point que j'ai pu réaliser avec ce Viltrox. Bon les amis, je pense qu'il est temps de conclure à présent cette vidéo. Mais alors, que retenir de ce Viltrox 35 mm 1.2 lab ?
Eh bien, si je devais le résumer en un mot, je dirais qu'il est incroyable, et ce pour plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, je trouve que l'objet en lui-même est beau, et surtout de belle qualité, et c'est un objectif que j'ai envie d'avoir monté sur mon A7 IV, et que j'aime avoir en main, ça va pas plus loin que ça. Alors, comme j'ai pu vous le dire, hein, la seule chose qui me déplaît sur l'ergonomie, c'est cette fameuse bague d'ouverture couplée à l'écran, mais hormis ça, je n'ai rien de spécial à lui reprocher. Ensuite, cet objectif est tout simplement incroyable, car il délivre des images qui sont magnifiques, et ce dès la pleine ouverture, que ce soit au centre ou sur les bords. Donc il brille par son piqué, par son homogénéité, sa gestion parfaite des aberrations chromatiques, ou encore par son bokeh que moi je trouve particulièrement doux et précis. Aussi, et c'est très subjectif, mais j'aime vraiment le rendu de cet objectif, notamment par rapport à mon Sigma 35 1.4 Art. Je trouve que les images sont plus chaleureuses, plus contrastées, et surtout elles collent bien mieux avec mon Sony 70-200 2.8 GM2. Enfin bref, c'est un objectif qui pour moi est un véritable coup de cœur, et je me suis vraiment beaucoup amusé avec. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu de hauteur pour comprendre à qui concrètement, hein, cet objectif se destine. Alors d'abord, je pense qu'il est quand même taillé pour les photographes dont la priorité n'est pas forcément la compacité ni la légèreté, mais qui veulent cette fameuse ouverture 1.2, mais aussi des performances qui globalement sont de haut vol. Ainsi que vous soyez professionnel ou non, cet objectif est parfait si vous faites pas mal de portraits, de studio ou encore de la photo par faible luminosité, hein, notamment en extérieur. De mon côté, il est quand même idéal pour mes prestations, car dans ce cas, je vous avoue que je me préoccupe peu de la portabilité, et moi ce que je recherche avant tout, c'est la performance, hein, et la qualité d'image. Par contre, si vous voyagez beaucoup ou que vous souhaitez sortir léger ou discret, là, clairement, ce n'est vraiment pas la meilleure solution. Dans ce cas, moi, ce que je vous conseille, c'est le Sony GM, car c'est le choix parfait. Et si vous recherchez quelque chose de moins onéreux et surtout plus compact, eh bien, il y a également le Sigma 35 F2. Alors certes, il est moins lumineux, mais c'est quand même un bel équilibre en termes de rapport qualité-prix. Maintenant, quel choix face au Sony GM et au Sigma 35 1.2 Art? Eh bien, le Sony, il est vendu quand même 1700 €, tandis que le Viltrox est à 1200 €. Donc le Sony est quand même 500 € plus cher, et ça, en termes relatifs, hein, c'est quand même pas rien. Alors le Sony, il est nettement plus compact, et il offre également de solides performances globales. Si vous faites pas mal de photos sportives avec un 35 mm, dans ce cas-là, le Sony sera pour moi le meilleur choix, car il ne sera pas limité au niveau de la rafale, et en prime, vous n'aurez pas de problème de respiration. Et ça aussi, c'est quand même pas un détail. Alors maintenant, face au Sigma 35 1.2, c'est plus dur pour moi de me positionner, car c'est un objectif que je n'ai jamais utilisé malheureusement. Sur le papier, le Sigma est plus encombrant, plus lourd, et il est vendu plus cher, car commercialisé entre 1400 et 1500 €. Maintenant, je ne sais pas vraiment ce qu'il donne, et si vous avez cet objectif, les amis, c'est vrai que votre retour sur cet objectif m'intéresse vivement. Enfin bref, ce Viltrox 35 mm Lab est à mon sens une réussite, et il a parfaitement sa place sur le marché, et quand on pondère ce qu'il offre par rapport à son coût, je pense qu'il est difficile de faire mieux, et clairement cet objectif a de beaux jours devant lui. En tout cas, ça c'est mon avis. Si jamais il vous intéresse, les amis, n'oubliez pas qu'il est disponible chez Miss Numérique, et si vous passez une commande chez eux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur NOCAB, et si c'est le cas, je vous en remercie vivement. Pour terminer maintenant, les amis, je serais tout simplement ravi de savoir si vous avez des questions ou des remarques, hein, sur cet objectif, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et je vous répondrai avec grand plaisir. Mais en attendant, je vous laisse ici, et comme d'habitude, je vous dis à très vite, les amis, pour une nouvelle vidéo.